monde. Bonsoir plutôt. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce direct. On continue toujours sur les OGM. Enfin, les OGM, vous savez bien que ça intéresse au moins trois domaines. On a le domaine donc, des végétaux, tout ce qui est végétal. Et on a les animaux, y compris les insectes. Et on a le monde microbien, pour les bactéries, les virus, les moisissures, les levures et même certains parasites. Bon, on a modifié aussi les parasites. Et on va donc faire trois lives, pas uniquement un seul live, parce que c'est un grand sujet et parce que c'est le sujet d'actualité. Bon, ça fait chaud. Maintenant, on a commencé à discuter un peu, à parler des OGM. Et avant, c'était, comme je l'avais dit la fois passée, c'était un sujet tabou. Avant, on ne pouvait même pas discuter les OGM. Et puis, on continue quand même à surveiller ces choses. Attention, hein. Bon, on laisse les gens dire n'importe quoi, mais il y a encore certains intrus, je les appelle comme ça, intrus donc à la science. Ce pas des scientifiques, des vrais scientifiques. Et ces intrus, donc, ils continuent à dire ouais, est-ce qu'il y a de la recherche qui a prouvé que c'est dangereux? Et est-ce qu'il y a de la recherche qui a prouvé que c'est bon, hein? Ben voilà, la recherche n'est pas autorisée, n'est pas financée parce que ça coûte cher. On ne finance pas la recherche, on surveille la recherche, on interdit presque la recherche. Et finalement, il y a ces intrus qui viennent nous dire est-ce que montrez-moi que ça fait mal. Ça, c'est des gens, attention, hein, qui n'ont pas de conscience. Et c'est des gens qui ne savent rien du tout, ni en science, ni en politique. Mais on trouve toujours, vous savez, hein, on trouve toujours ces personnes-là qui marchent contre le courant. Mais nous allons parler des choses concrètes et la réalité, nous avons aussi simplifié la chose pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire les OGM. OGM, c'est un organisme qui a été modifié génétiquement. On a touché à la génétique de l'individu et on a modifié la génétique, c'est-à-dire la création de notre Dieu a été altérée. Bon. Et par définition, vous allez trouver ça, hein. Par définition, les OGM, c'est des espèces qu'on a introduit, des gènes qui sont étrangers à l'espèce et qui ne peuvent pas se passer dans la nature. Qui ne peuvent jamais se passer, c'est des phénomènes qui ne se passent pas dans la nature. Qui ne se passent pas dans la nature, c'est des monstres. Voilà, il faut comprendre dans ce sens. Bon, ces phénomènes-là de GM, c'est des phénomènes qui ne se passent jamais, qui n'ont jamais lieu naturellement chez toutes les espèces, chez les végétaux, chez les animaux, chez les insectes, les microbes et tout. C'est des choses qui ne se passent pas naturellement et c'est des choses qui sont artificielles, c'est une modification, c'est une altération donc de la création, de la vraie création, de la bonne création de notre Dieu. C'est des choses naturelles qui ne provoquent ni maladie ni rien du tout et c'est des choses qui se reproduisent, hein, parce que dans la définition de la vie même, qu'est-ce qu'un être vivant? C'est un être qui respire, qui mange, qui excrète, qui bouge et qui se reproduit identique à lui-même. C'est la définition de la vie même, hein, d'un individu vivant. Il se reproduit identique à lui-même. Voilà. Et est-ce que ces OGM se reproduisent? Non, ils ne se reproduisent pas, parce qu'il faut à chaque fois fabriquer des semences et tout ça. Mais si vous semez, si vous prenez les semences du maïs et que vous les semez, ils ne vont vous donner rien. Si vous prenez donc la semence de la calebasse, OGM, et que vous la semez, il ne va vous donner rien. Et là, on introduit des gènes qui sont étrangers à l'espèce, qui n'appartiennent pas à l'espèce, c'est-à-dire qu'on va mettre un gène du cochon, un gène du porc dans l'amandier, hein, et on va mettre un gène microbien dans la pomme de terre. Et on va mettre un gène aussi microbien dans le colza, dans le soja, dans le maïs, dans la tomate. Et on peut bien mettre un gène du poisson. Croyez-moi, c'est des choses que vous pouvez trouver sur le net parce qu'actuellement, on ne peut pas mentir. Hein. Et on parle, parfois on nous demande est-ce que vous avez des publications? Oui, s'il y a des publications, tout est documenté. On ne raconte pas n'importe quoi. Et ces choses-là, vous allez les trouver parce qu'on a introduit un gène qui était prélevé sur le poisson. C'est les poissons qui vivent dans l'Arctique, c'est-à-dire qui supportent des températures très basses, des températures donc de surgélation. Et on introduit ce gène-là dans la fraise pour que la fraise supporte la surgélation. Voilà, donc quand il gèle, là, la fraise, elle est bonne, elle se porte bien parce que vous savez bien, quand il gèle, toutes les cultures, elles sont détruites, elles sont quand même abîmées.
Et on a introduit un gène du poisson dans la fraise. Et on a introduit aussi des gènes microbiens dans la pomme de terre parce qu'il y a des taches. Hein, il y a des taches rouges sur la pomme de terre et ça donne un aspect un peu mauvais, hein, bon, c'est pas ambiant. Et puis on a introduit un gène, bon, c'est un gène qui est introduit dans la pomme de terre pour qu'il soit ambiant, pour qu'il donne une bonne pomme de terre. Il y a beaucoup de gènes dans la pomme de terre, il n'y a pas uniquement un seul gène. Et puis on a introduit aussi un gène dans la tomate. Bon, c'est un gène qui code pour une enzyme qui a la diamine, la CC-diaminase, et cette enzyme inhibe la production de l'éthylène. Pourquoi? Parce que vous savez bien, quand on récolte les fruits et les légumes, là, ils commencent à produire de l'éthylène. Et avec le temps, hein, la production d'éthylène chez la pomme de terre, chez les pommes, chez les poires, chez disons, les pêches, la framboise, la fraise et tout ça, quand ils produisent l'éthylène, vous ne pouvez pas manger. Hein, ça vieillit, et même dans les entrepôts frigorifiques, quand on stocke les fruits là, on se poudre un produit là pour arrêter donc la production d'éthylène, pour que la pomme soit fraîche. Là, quand vous mangez, c'est frais, c'est comme s'il venait d'être accueilli donc extemporanément, en dernier moment. Et là, c'est des gènes qui sont étrangers à l'espèce. Bon, qu'est-ce qu'on a modifié? On a, si vous mettez les 11 cultures qui ont été modifiées génétiquement, là, votre Google va vous donner, donc, le maïs, le soja, et puis le colza, le coton, la betterave, le sucre. Il va vous donner aussi donc la papaya, et puis la courgette et le coton. Il va vous donner donc ces cultures, ces 11 cultures, avec bien sûr beaucoup de fruits qui ont été altérés, beaucoup de légumes qui ont été altérés, la rutabaga, vous trouvez donc beaucoup de choses là, comme disons les melons, comme là, les pastèques, les trucs comme ça, qui ont été modifiés génétiquement. Est-ce que ça reste stade de recherche aussi déjà en application dans les champs? Il y a une réglementation. Bon, cette réglementation existe dans tous les pays, sauf les pays arabes. Enfin, les pays arabo-musulmans, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et même au Soudan, même en Égypte, même dans les pays qui sont des pays producteurs quand même. Hein. Et là, il n'y a pas de loi parce que ça vient en France pour cultiver un OGM, attention, hein. Il faut voir, disons, les étoiles le jour. Hein. C'est pas facile parce que c'est des restrictions, c'est des règlements, et puis je pense que c'est la directive 2001, la directive 18-2001, là, qui régit un peu donc, les cultures des OGM en France. Et puis en France, on surveille de près, disons très sévèrement, toutes les cargaisons qui viennent du Canada et des États-Unis, parce qu'on craint bien les OGM. Et actuellement, on a le code barre, on a des codes là, 3, 4, 5, 6, c'est bon, ça, vous pouvez aller, mais 9, c'est bio, mais 3, 4, attention, c'est modifié génétiquement, c'est traité avec les pesticides, les engrais chimiques et tout ça, et on a un premier chiffre là, quand vous entrez aux États-Unis, quand vous entrez dans un supermarché, que vous achetez les légumes, vous trouvez donc ces codes là sur les légumes, et c'est des codes là, qui sont obligatoires sur tous les produits d'ailleurs. Et le 9, c'est le bio, non, vous achetez les pommes neuves, mais ça coûte cher. Bon, ça coûte cher, mais pas plus cher que les médicaments. Hein. Ces cultures-là, ce que nous reprochons, c'est d'abord les pays producteurs. Les pays producteurs, c'est les pays exportateurs. Bon, c'est les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine. L'Argentine, le Mexique, bon, il y a beaucoup même la Colombie, il y a des pays d'Amérique latine là, qui produisent l'OGM, malheureusement. Et puis, on a l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et l'Espagne aussi. Attention, on a commencé la péninsule ibérique, le Portugal et l'Espagne. Bah, quelques petites productions dans l'Europe de l'Est, mais ça reste, disons, un peu, bon, ça, c'est pas représentatif. Et là, c'est des pays producteurs, attention, c'est des pays exportateurs en même temps. Les États-Unis, le Canada, le Brésil et l'Argentine, la Chine, l'Inde et la Chine, hein, les deux grands producteurs de céréales et tout ce que vous voulez, le riz, tout ça, hein, on a autorisé maintenant aux Philippines un riz qu'on appelle le riz doré. Le riz doré, c'est un riz jaune. Et on commence à dire que c'est riche en protéines et c'est un peu pour, disons, satisfaire le besoin, hein, c'est pour l'autosuffisance donc, de ce pays parce qu'il y a de la famine et tout ça. Bah, c'est un riz qui va régler le problème. Donc là, ça c'est des mensonges. Attention. Donc, on peut tromper les gens comme ça, vont dire n'importe quoi sur les médias. Ça, c'est leurs affaires.
Mais venir tromper les spécialistes et les chercheurs et les académiciens, non. Là, attention, hein, ça passe pas. Disons, quand on se moque de quelqu'un qui n'a jamais fait de la recherche dans le domaine de biotechnologie, bon, ça passe. Mais quand on se moque de quelqu'un qui a manipulé les gènes et qui a travaillé en microbiologie pendant 40 ans, non, ça passe pas. D'ailleurs, on a le droit de nous défendre quand même. Nous sommes des microbiologistes et on a le droit de nous défendre. Et nous sommes des biotechnologues, nous sommes de tout. Bon, on a le droit de nous défendre et nous avons notre mot à dire, nous avons notre opinion, nous avons notre raison aussi, parce que nous sommes des scientifiques quand même avant tout. Nous, dans l'association, actuellement, ce n'est pas une association. Au Maroc, c'est une fédération des droits du consommateur. Avant, c'était l'association de la protection et de l'orientation des consommateurs. Maintenant, c'est devenu, bon, il y a plus de 80 associations donc, qui sont réunies en une fédération qui s'appelle la Fédération des droits du consommateur. C'est les droits du consommateur, ce n'est pas la protection du consommateur. Le mot protection ne veut rien dire parce que c'est la loi. Protection veut dire la loi. Mais actuellement, on est en train de lutter contre autre chose. Pas uniquement, mais est-ce qu'il y a une réglementation? On n'a pas. Est-ce qu'on autorise les laboratoires à faire de la recherche sur les OGM? Non. Vous savez, les chercheurs français ont fait des expériences sur le maïs OGM. Ils ont prouvé irréfutablement que ça cause un cancer chez la souris blanche. Ils ont travaillé avec des souris quand même très sensibles. C'est le bulbe C, génétiquement, il est très sensible, le bulbe C. Et puis, on a démontré d'une manière irréfutable que ça... Et puis, on a commencé à dire, attention, le cancer chez le rat, pas chez l'homme. Eh oui, quand on teste un médicament sur les rats, on peut dire que ça convient pour l'homme, c'est la même chose pour l'homme, mais quand on fait des expériences sur le GMO et qu'on trouve que ça cause un cancer chez le rat, non, ça ne peut pas causer un cancer chez l'homme, mais c'est uniquement chez le rat. Regardez un peu, regardez ces médias qui tuent, qui nous tuent, qui tuent le monde, les médias mensonges et les médias qui sont actionnés par les grands producteurs, parce que les médias d'ailleurs existent par les grands producteurs, sinon ils n'existent pas, ils n'ont pas de financement. Et puis, on a fait un grand tralala, mais c'est des expériences qui étaient des vraies expériences, qui étaient de la science, qui étaient des vrais chercheurs. Moi, je connais bien les laboratoires qui travaillent en France, Juan Josas, l'INRA et tout ça, qui travaillent sur ces choses. Mais j'étais sûr que c'était une recherche sérieuse quand même. On a démontré, et vous savez bien que le maïs, ce n'est pas une seule variété. Le maïs, c'est plus de 80 variétés d'OGM chez le maïs. C'est toujours des MON, des M1, 32, 34, 38, 58, et tout ça, c'est toute une liste. Et puis, vous avez la T, je pense que c'est une T15 ou quelque chose comme ça. Et vous savez, là, bon, lorsqu'on a, disons, montré ces choses-là à la télévision, il y a le ministère de l'Agriculture, le ministre marocain de l'Agriculture qui a dit que la variété que nous avons au Maroc, ce n'est pas la variété sur laquelle les chercheurs français ont travaillé. Oui, c'était vrai, on n'a pas menti. Mais attention, toutes les variétés, on a 80, ils sont tous OGM, quand même avant tout. Ils sont toutes OGM, c'est des variétés OGM. Bon. Et là, on ne peut pas avoir quand même un maïs qui fait 4 mètres et qui fait un rendement de 100 tonnes à l'hectare, comme c'est naturel. On ne peut pas, c'est impossible de trouver ça dans la nature. Et ce que j'ai dit au début, c'est des choses qui ne peuvent pas se passer naturellement. C'est des phénomènes qui ne se passent pas dans la nature. C'est des phénomènes artificiels, c'est des modifications là qui se rapportent à quelque chose de nouveau, à un nouveau individu qui n'existe pas dans la nature ou à un nouveau phénomène qui ne se passe jamais dans la nature. Il ne se passe jamais dans la nature parce que jamais une tomate ne va accepter un gène d'un micro-organisme. Non. Bon, pourquoi on fait ça, les pays producteurs, et puis pourquoi on fait les OGM? C'est facile à cultiver, le rendement, non, pas du tout, mais c'est pour éviter les pertes. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'on a les mauvaises herbes, on a les insectes, on a les papillons, les mouches, les vers, on a les champignons, on a les virus, on a beaucoup de choses, beaucoup de maladies des végétaux. Et cette modification génétique, on introduit un gène dans le végétal pour qu'il résiste lui-même. Bon, l'exemple le plus banal, on ne va pas entrer en détail parce qu'il y a des gènes qui sont responsables de beaucoup de qualités, donc dans les fruits et les légumes. Mais on va quand même faire comprendre ça d'une manière très simple, c'est que vous savez bien qu'il y a une bactérie pathogène pour les insectes qui existe dans la nature. Une bactérie naturelle qui s'appelle Bacillus thuringiensis. Et les BT, qu'on appelle les BT, Bacillus thuringiensis, c'est une bactérie pathogène pour tous les insectes. Attention, il tue les insectes. Vous
savez bien, il y a des bactéries qui sont pathogènes pour l'homme, des bactéries qui sont pathogènes pour les animaux, comme les brucella, et comme d'ailleurs la tuberculose bovine, etc. Il y a des bactéries qui sont pathogènes pour les chiens, comme les Escherichia coli, le K99. Il y a des micro-organismes qui sont pathogènes pour beaucoup d'individus. Il y a une bactérie qui est pathogène pour les insectes, qui tue les insectes. Et là, Bacillus thuringiensis, avant, là, on cultivait ces bacillus, et puis on les saupoudrait sur les cultures, là, pour qu'ils tuent les insectes. Bon, maintenant, on a pris ce gène des BT, donc Bacillus thuringiensis, et on l'a introduit dans les cultures, et ces cultures-là, ils luttent, disons, elles-mêmes contre les insectes. Voilà, ils tuent les insectes. Mais ils tuent tous les insectes, y compris les bonnes, hein, les insectes de la pollinisation et les cochenilles et tout ça. Hein. Et puis, attention, quand on modifie génétiquement, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Là, pour les chercheurs, c'est qu'on a confectionné une tomate qui va durer longtemps, et c'est une tomate là qui ne va pas supporter les insectes. Ah oui, on va applaudir, c'est de la recherche réussie, oui, c'est de la science, c'est de la haute science, oui, c'est vrai, mais attention, vous ne pouvez pas prévoir ce que cet individu va sécréter, disons, comme nouvelle chose, comme toxine, comme des choses. Pourquoi? Parce que, disons, la place de ce gène sur le génome, il est où? C'est une question pour les chercheurs qui se disent que c'est la même chose, que nous sommes... Moi, je leur pose cette question simple parce que moi, je suis du domaine, je connais bien là où on imbrique le gène exactement, c'est le génome, et comment on coupe par les enzymes de restriction et comment, par la ligase, on ressoude. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un individu instable. Ça donne un individu instable génétiquement, c'est-à-dire il peut perdre ce caractère à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il refuse ce caractère. C'est un caractère étranger à lui. Mais est-ce qu'il va rester vivant pour qu'il rejette ça? Non. Et c'est ça le grand problème. Donc, on introduit un gène de la bactérie Bacillus thuringiensis dans les végétaux. Ces végétaux, ils vont lutter contre ces insectes. Bon, il y a mieux que ça. C'est que, vous voyez, les mauvaises herbes, quand on veut traiter les mauvaises herbes par les pesticides, on va tout tuer. Si on traite le blé où il y a les mauvaises herbes, là, le blé aussi, il va être cuit. Hein. Bon, parce que les pesticides, ils ne reconnaissent pas les cultures. Les pesticides, enfin les herbicides, ils tuent les herbes, tous les herbes, tout ce qui est végétal. Tout. Y compris le blé, le maïs et tout. Mais comment se fait-il là que quand on traite le blé, le maïs et tout ça, là, on a le blé qui supporte bien, le maïs qui supporte bien, et puis les mauvaises herbes, là, ils sont brûlés, ils sont tués. C'est tout simplement, on introduit un gène au blé, maïs, pour toutes les cultures, on introduit ce gène-là pour que le maïs supporte les pesticides, qu'il résiste à ce pesticide, notamment le glyphosate. Le glyphosate, actuellement, c'est le plus employé pour les OGM. Et puis, on introduit un gène dans le maïs. Le maïs, il va résister à ce pesticide, alors que les autres mauvaises herbes ne vont pas résister. Et comme ça, là, quand l'agriculteur, là, il traite, là, avec son pesticide, il aura le maïs qui supporte bien, et puis, toutes les herbes vont disparaître. C'est chouette. C'est extraordinaire parce que l'agriculteur, là, il est emmerdé par les mauvaises herbes, il est emmerdé par les insectes, il y a les papillons, il y a la mouche, il y a les champignons de blé, il y a beaucoup de choses là. Avant, on va traiter combien de fois? 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on va traiter, et voilà. Bon, ça absorbe, vous savez bien, le glyphosate, c'est le mal du siècle. Le glyphosate, actuellement, c'est le mal du siècle. Partout dans le monde. Il est utilisé partout. Et jusqu'à présent, aucun pays, aucun gouvernement n'a pu quand même réglementer donc ce glyphosate, et puis il est utilisé. Et nous, dans nos pays-là, on suit. Bon, si vous demandez à un technicien en agriculture, un ingénieur, pourquoi il est utilisé en France? J'utilise le glyphosate, pourquoi il est utilisé en Italie? Et pourquoi les Canadiens utilisent ça? Moi, j'utilise aussi ça. Et voilà notre malheur. Notre malheur, je le dis bien, notre malheur. Nous n'avons pas de réglementation, c'est des réglementations qui sont copiées. Et d'ailleurs, lorsqu'on a voulu donc réglementer les légumes et les fruits, là, le ministère de l'Industrie, d'ailleurs, il y avait une dame là qui s'occupait de ça. Nous étions dans la protection des consommateurs et j'ai refusé de signer. C'était les années 90, j'ai refusé de signer. Et puis on a annulé la réunion. Et la réunion suivante, on a invité un autre, c'était pas faillite, c'était un autre de mon département que je connais, actuellement il n'est plus au Maroc, et il a signé.
Et on nous a sorti, la dame nous a sorti un règlement strictement français. Le texte est français, les phrases sont françaises, les virgules et tout, les ponctuations et tout. Bon, peut-être on a par Blanco, on a utilisé Blanco pour effacer, disons, République française, et on a mis Royaume du Maroc. Et puis la dame voulait que je signe ce document alors que je suis docteur quand même spécialiste du domaine. Est-ce qu'on n'est pas capable de rédiger un texte? Et les conditions, c'était les conditions de culture, là, de récolte des légumes. Donc en France, la température de l'année, c'est 6 à 8 degrés, la moyenne de l'année. La température moyenne au Maroc, dans les régions producteurs comme Souss-Massa et tout ça, la température moyenne, c'est 24 à 26 degrés. Et si l'agriculture là, fait la récolte de la pomme de terre et qu'il la laisse au champ, en Europe, on peut laisser la pomme de terre au champ parce qu'il fait froid. D'ailleurs, ça se conserve très bien. Bon, il y a 2 degrés, 4 degrés. Mais aller récolter la pomme de terre dans la région du Rhône, et tout ça, et laissez-la à la température ambiante, et vous allez voir ce qui va arriver à ces pommes de terre. Mais quand même, bon, nous n'avons pas de réglementation, on copie tout, et puis on se plaint parfois, pourquoi c'est utilisé dans le monde? Je l'utilise. Il y a des pays qui ont des réglementations, qui font leur propre réglementation. Allez voir en Nouvelle-Zélande, et allez voir en Australie, allez voir au Japon, en Corée, allez voir dans des pays là, même des pays africains, ils ont une réglementation donc, contre les pesticides et contre ces choses-là. Nous, on n'a rien. Les additifs alimentaires ne sont pas réglementés. Les pesticides, là, les agriculteurs les utilisent n'importe quoi. Et puis, c'est ça le malheur. Donc, ces OGM, ils sont fabriqués, disons, pour une stratégie bien définie. Hein. C'est pas du jeu. Hein. On ne joue pas dans un laboratoire. Ça coûte très cher, la recherche sur les OGM. Ça coûte très cher et ça demande un temps quand même. On ne peut pas fabriquer un OGM en 3 jours. Attention, hein, ça prend des années hein, pour réussir donc, une bonne espèce. Et puis, on a la transgénie et on a la modification génétique. La transgénie, c'est-à-dire quelque chose qui est venu d'un autre individu pour l'introduire à un individu. Actuellement, la prochaine fois, on va parler des animaux, hein, avec les vaches qui sont injectées par le RBG, Recombined Bovine Growth Hormone, et puis la somatotropine. La somatotropine, il est naturel, la vache produit sa somatotropine. On injecte un peu de somatotropine modifiée génétiquement, OGM, pour augmenter un peu le rendement de lait. On va en parler la prochaine fois, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on parle de ces végétaux. Vous avez toute une liste là des végétaux. Il y a des végétaux qui sont actuellement en étude, c'est-à-dire sous la recherche, parce que moi je parle de tout. Et pourquoi ces sujets de recherche? Pourquoi on fait de la recherche sur ces choses-là? On fait de la recherche pour qu'ils soient vendus, pour qu'ils soient appliqués dans les champs. Pourquoi? Parce que la recherche actuellement elle est financée par les grandes sociétés. Et quand c'est financé par une société, c'est pour gagner. On ne peut pas financer une recherche et la laisser là dans un coin. Non. Du moment que c'est financé par une société, ça va être appliqué. Croyez-moi, c'est à 101%. Ça va être appliqué. Et pour vous simplifier, pratiquement, il y a tous les légumes et toutes les choses actuellement, ils sont sujets d'OGM. Tout. Hein. Il n'y a pas une chose qui échappe. Et y compris les cultures en Asie, malheureusement, comme le ginseng, comme le curcuma, comme les épices. Il y a beaucoup de choses actuellement qui sont le gingembre et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont le tabac, le coton, la canne à sucre, la betterave à sucre. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiées génétiquement et qui sont dans les champs. Attention, hein. Ça, c'est des choses qui sont déjà en production. Voilà. Et là, ce qui est grave, parce que moi je parle un peu vague, mais ce qui est grave dans ça, c'est que ce gène étranger qui est introduit à une espèce, un gène d'une bactérie introduit dans la pomme de terre, il est sur le génome, il est fixé sur le génome pour qu'il fonctionne, pour qu'il donne ce qu'on veut. Est-ce que l'individu ne va pas perdre autre chose pour devenir un fou, hein, pour devenir un individu fou qui produit n'importe quoi. Et comme vous pouvez d'ailleurs le constater, on a remarqué un peu, l'augmentation donc des allergies. Et l'augmentation des allergies, ça, c'est la première observation que les chercheurs ont faite. Puis il y a maintenant plus de 20 ans, on a observé que donc les allergies, ça augmente d'une manière un peu, très grave et menaçante. Hein.
c'est menaçant. Et puis, voilà, après, les Canadiens, ils ont aussi remarqué que les maladies auto-immunes, là, ils ont commencé à augmenter avec, ils ont l'application des OGM. Les maladies auto-immunes, là, ils ont commencé, il y a quand même, c'est parallèle, là, plus on utilise les OGM, plus les maladies auto-immunes donc, augmentent. Et on a commencé à lier ça, parce qu'il y a de la recherche, qu'il y a quelques recherches qui ont été faites donc, sur le fait que, est-ce que ça cause des maladies auto-immunes? Oui, nous avons des papiers publiés, nous avons des papiers là qui statuent sur ça et qui confirment que oui, il y a une relation entre les OGM et les maladies auto-immunes. Bon, là, le danger santé, bon, ce n'est plus à mettre, disons, ce n'est plus à démontrer. Là. Ça existe. Mais ce qui est grave, c'est qu'on va détruire la nature. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que les choses qui ont été créées par notre Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé et qui a fait, disons, ça d'une manière, d'une manière très sûre et très stable, d'ailleurs, et ces créatures et ces choses qui ont été créées par notre Dieu, vous savez bien qu'il y a une stabilité génétique. Bon, le maïs, depuis qu'il a été créé, à chaque année, on prend donc les graines, on sème et on a du maïs. Et les agriculteurs, là, ils ont leur propre semence. Bon, nous, au Maroc, là, quand disons, après le dépiquage donc des céréales, là, on sélectionne les bonnes graines pour les conserver, pour les ressemer donc la saison suivante. Et actuellement, on achète les semences, voilà. Et ça, c'est la stratégie d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y ait des semences naturelles. C'est-à-dire, si vous voulez cultiver la pomme de terre, vous devez acheter la pomme de terre chez moi, je suis producteur. Et vous payez les royalties, vous payez la patente. Donc, vous voyez, on est en train de payer les royalties donc, pour ces semences. Et ces semences qui n'existent que chez un organisme, n'existent pas dans la nature. Et qu'est-ce qu'on va faire si d'ici 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, on n'aura plus d'espèces autochtones naturelles, qu'est-ce qu'on aura fait, qu'est-ce qu'on pourra faire? Rien. Et là, la disparition des espèces, et vous savez bien qu'actuellement, avec ces OGM qui ne font que la production, ils vous donnent le tonnage, mais ils ne donnent pas, disons, la continuité de l'espèce. C'est-à-dire, nous, avant, le maïs, il donnait quelques quintaux à l'hectare, mais il nous assurait la continuité, que ces semences, ils sont encore valables et on peut les semer à chaque fois et on aura le maïs. Actuellement, vous aurez votre maïs et c'est tout. Si vous prenez les semences que vous ressemez, non, ça va vous donne rien. Vous êtes obligé d'acheter à chaque fois donc, les semences et ces choses qui ne vous appartiennent pas et vous ne pouvez rien faire sans obéir à ces choses-là et sans acheter donc les semences. Ça, c'est grave. C'est un peu la nature. Là. Il y a l'éthique, il y a beaucoup d'associations, y compris notre association. Il y a beaucoup d'associations de parlement qui sont en train un peu de lutter, de parler au moins, de discuter, mais avec qui discuter? Avec qui? Avec les grandes sociétés? Non, les grandes sociétés ne discutent pas. Et il y a une autre chose, vous voyez, il y a les pays producteurs, il y a la stratégie de production. Pourquoi on fait les OGM? C'est pour le gain, tout simplement, pour les flous, et puis en même temps c'est pour qu'ils détiennent le savoir-faire. Vous voyez, on ne peut pas breveter un maïs autochtone. On ne peut pas protéger un maïs autochtone. On ne peut pas protéger une bactérie qui se trouve dans la nature. Mais si je modifie cette bactérie qui me donne ce que je veux, attention, j'ai le droit de patenter, j'ai le droit de breveter. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent ça. Le maïs autochtone dans la nature, je n'ai pas le droit de... Ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est une création de notre Dieu. Je n'ai pas le droit de breveter. Par quel droit donc je vais donc détenir donc ça non, je n'ai pas le droit. Les espèces naturelles ne sont pas brevetables. Et on modifie génétiquement pour avoir le produit brevetable, c'est-à-dire il devient une propriété privée. Il devient privé, il devient votre produit, vous pouvez breveter. Si vous allez sur la liste des brevets, ils sont publiés, la liste des brevets sont publiés. C'est des millions de brevets, ce n'est pas des milliers, c'est des millions de brevets. Mais entrez dans la section végétale et vous allez trouver, c'est grand et vous ne pouvez pas suivre tous les brevets qui ont été déposés. Il suffit de modifier un petit acide aminé sur un codon
dans un génome d'un individu, et puis ça vous appartient. Hein. Ça vous appartient. Personne ne pourrait, parce que Polkassi n'existe plus dans la nature, parce que ce n'est pas naturel. Et c'est valable pour les bactéries, c'est valable pour, disons, les végétaux, c'est valable pour les insectes, c'est valable pour toutes les choses là qu'on peut modifier génétiquement. Et il y a des cultures, là, attention, il y a des cultures, là, si je modifie, je ne sais pas, je donne un exemple banal, comme ça, j'espère bien ne pas raconter des bêtises. Si je modifie, par exemple, la fève, hein, j'ai une bonne fève au Maroc, je vais la modifier génétiquement, et puis ça devient ma propriété privée, je vais la breveter, et puis je détruis toutes les variétés autochtones. Je détruis le reste, dans tous les pays du monde. Je détruis la fève. Et comme ça, je serai le seul à vendre donc la semence de la fève, et comme ça, bon, je fais ce que je veux. Je peux chanter même les pays. Et c'est ça ce qui est grave. C'est ça ce qui est grave donc, dans ce domaine donc, des OGM. C'est ce qu'on craint d'ailleurs. Nous, en protection de consommateurs, c'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint, c'est que les choses qui ont été créées par nos dieux, ils vont devenir des propriétés privées. Et je le dis deux fois. Hein. Les choses qui ont été créées dans la nature par notre Dieu, ils vont devenir des choses privées. Ils vont appartenir à des sociétés et on n'a pas le droit de toucher, que si on paye. Voilà donc l'essentiel à comprendre. Bon. Il y a des gènes qui fonctionnent quand on les met dans, comme les BT, comme beaucoup de choses. Il y a des gènes qui permettent au végétal de produire son propre pesticide. Mais ces gènes, ils continuent à fonctionner dans le côlon, dans le tube digestif humain. Quand on mange, là, ils continuent à fonctionner. Et ils continuent à produire ces choses-là, même dans le tube digestif de l'homme. Et attention, ça devient grave, parce que si on mange les pesticides, c'est des résidus de pesticides dans les cultures, mais si les pesticides sont produits dans le côlon, là, c'est autre chose, ça devient grave. Ouais. C'est un exemple banal, bon, c'est comme ça. Et c'est ça ce qu'on craint, c'est que les gènes étrangers, ils continuent à fonctionner même dans le tube digestif humain. Bon, il y a des gens qui disent que c'est la même chose. La banane, c'est la banane, la pomme, c'est la pomme, la fraise, c'est la fraise. Non, monsieur, ce n'est pas la même chose. Vous modifiez le génome, vous introduisez un gène étranger à l'espèce, une vraie saleté que vous introduisez dans la culture et vous me dites que c'est la même chose. Bon, quand même, bon, respectez quand même les gens. Hein. Il y a déjà un caractère qui n'appartient pas à cet individu. Pourquoi vous me dites que c'est la même chose? Bon, sinon, vous me considérez comme je suis comme un camp en génétique. Et pas tout le monde a étudié donc, cette génétique-là. Les gens ne connaissent rien. Bon. Mais si on continue à parler adénine, thymine, cytosine, guanine, les trois codons à chaque fois, si on change une base périmédique dans un codon, on change tout. Pourquoi? Parce que chaque acide aminé a son codon, pas uniquement chaque acide aminé, quand même. Il y a des gènes, chaque acide aminé a son codon, il y a des acides aminés qui ont 4 codons. Bon, si je change, ils ont à la place de l'adénine, ça devient la cytosine, le codon ne correspond plus à l'acide aminé en question. Il va correspondre à autre chose, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Et là, cette modification aléatoire, attention, c'est une modification aléatoire, là on ne le voit pas dans le labo. Dans le labo, on suit ce qu'on a modifié, on suit le gène qu'on a introduit, mais on ne suit pas les autres gènes qui vont être modifiés parce qu'on a modifié un gène. Et ça, c'est ça le malheur. Et puis on continue dans les gens de laboratoire, attention, quand ils vont vous dire, voilà, j'ai copié 3 '5 ', j'ai placé mon génome, il est bien, ça réussit, j'ai mon individu, tout ça. Attention, c'est de la rigolade, ne les croyez pas. Nous, on sait bien ce qui se passe dans les laboratoires. Et on sait bien comment ça se passe. Attention. Et cet individu ne va pas produire ce que vous voulez. Il va produire ce que vous voulez, plus autre chose. Et cette plus autre chose-là qui va quand même détruire le monde. Parce que maintenant, il y a des maladies qui commencent à apparaître et on ne sait pas ce que c'est. On a identifié les maladies auto-immunes et puis on a identifié l'autisme. Et il y a des maladies qu'on ne connaît pas actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont un grand dossier, qui vont chez le médecin, et le médecin regarde le dossier, vous n'avez rien, monsieur. Mais monsieur, je souffre. Mais je souffre, j'ai mal partout, je ne dors pas. Mais monsieur, d'après votre dossier, vous n'avez rien. Il y a des maladies qui ne sont pas encore actuellement, qui apparaissent, qui ne sont pas connues, ne sont pas identifiées. Il faut attendre 5-6 ans. Parce qu'on a déjà la maladie de B7. La maladie de B7 n'est pas connue en Europe.
n'a jamais été comme parce qu'il n'existe pas en Europe. C'est une maladie qui existe au Moyen-Orient, en Turquie et un peu en Afrique du Nord. Ça a été découvert d'ailleurs en Turquie. Et c'est la maladie du Moyen-Orient, c'est la maladie un peu de l'Afrique du Nord, un peu, disons quand même. Mais c'est une maladie qui n'est pas connue en Europe. Ça fait même des années et des années. Il y a des individus, on a changé les lunettes 5-6 fois, mais on n'a jamais pensé à la maladie de Bicêtre. C'est une maladie auto-immune. Bon, on n'a jamais pensé à la maladie de Bicêtre. Bon, la maladie de Bicêtre, il n'y a que deux voies. Soit il phlébite, il vous provoque une phlébite, soit il vous donne une méningite. Bon, si la partie supérieure c'est méningite, la partie inférieure, donc c'est une phlébite. Et bon, maintenant, on commence à connaître un peu la maladie de Bicêtre en Europe. Mais avant, les médecins européens ne savaient pas ce que ça veut dire une Bicêtre. Moi, je connais un Marocain qui habite à Bruxelles. Là, il m'avait appelé, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose de naturel parce que j'ai mes yeux et tout ça. Moi, je dis, attention, ce n'est pas les yeux, c'est autre chose. Allez demander à votre médecin, est-ce que vous n'avez pas une maladie auto-immune, c'est pas la maladie de Bicêtre. Et finalement, voilà, on a diagnostiqué que c'était la maladie de Bicêtre. Là, pourquoi? Parce que je sais que les médecins belges, allemands, français, même scandinaves, là, ils ne connaissaient pas. Maintenant, on connaît la maladie de Bicêtre parce que ça a commencé aussi en Europe. Mais vous voyez, il faut des années et des années pour connaître une maladie. Bon, on a fait combien d'années pour, disons, identifier ces maladies auto-immunes? Et chaque jour, on en identifie quand même. Hein. Maintenant, chaque jour, on évolue une nouvelle. Et les maladies auto-immunes, c'est quoi? C'est que cette cellule a perdu la raison, elle est devenue folle. La cellule, là, elle a perdu son programme. Elle produit des auto-anticorps qui sont dirigés contre l'organisme lui-même. Oui, l'organisme, il se tue lui-même. Il s'auto-tue. Hein. C'est des auto-anticorps. Pourquoi la cellule produit ces auto-anticorps? Alors qu'avant, c'était bien programmé dans le corps, et impossible que la cellule produise des auto-anticorps. C'est parce qu'il y a des causes, et c'est parce que des choses qui ont... D'abord, cette cellule a perdu la raison. Il est devenu folle pour produire une tumeur, c'est le cancer. Et puis maintenant, il a perdu tout. Là, il produit des auto-anticorps. Ce n'est pas une tumeur, mais elle ne se multiplie pas anarchiquement. Mais actuellement, elle est là, mais elle produit des auto-anticorps. Et vous voyez, là... Et deux, ça vient, on continue à dire non, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, ça n'a rien à voir avec la nutrition. Monsieur, quand même, c'est parce que vous n'avez pas étudié ces choses-là que vous les niez. Mais vous n'étudiez pas ça en faculté de médecine. Je sais bien que vous n'étudiez pas ces choses-là. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas étudié ces choses-là que vous allez les nier. Hein. Là, toutes les maladies proviennent de ce qu'on mange et ce qu'on boit et ce qu'on respire aussi. Sinon, mais il vient d'où? Ces maladies ne tombent pas du ciel quand même. Et continuer à rejeter donc cette relation qui existe entre l'alimentation et les maladies, là, c'est l'ignorance totale. Et plus on continue à nier ces choses-là, et plus ça s'aggrave. Et ça va s'aggraver encore plus. Pourquoi les gens maintenant ont des maladies auto-immunes? Quand ils reviennent au bio et au régime naturel, ils se sentent bien. Pourquoi? Moi, je connais des centaines là, qui ont appliqué le régime naturel, et ils font du sport et tout ça, ils sont revenus à la vie normale, et ils sont bien, avec des maladies auto-immunes, même la sclérose en plaques, ils sont bien, ils se sentent très bien. Et pourquoi? Ça veut dire que la cause y est, la cause est dedans, il est dans l'alimentation, il est dans ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on respire aussi. Et il y a des gens qui sont exposés à des radiations, il y a des gens qui sont exposés à des ondes, oui, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein. Il y a l'infrarouge, il y a l'UV, il y a beaucoup de choses là. Actuellement, avec les satellites et avec tout ça, on a autre chose. Et là, la pollution génétique, quand on parle pollution, c'est les amis de la terre, les amis de la nature, c'est les amis de la nature, c'est Greenpeace, c'est tout ça. Il y a des grandes sociétés là, moi je suis bien ce qu'ils font, ils font un travail extraordinaire. Et là, il faut qu'ils pensent à la pollution génétique. Il y a une pollution par les gaz à effet de serre, une pollution chimique, il y a une pollution, mais il y a aussi une pollution génétique. Et la pollution génétique, c'est la pollution la plus grave. Ce n'est pas des gaz toxiques, la pollution génétique, c'est l'autodestruction. C'est l'autodestruction, la pollution génétique. Ce n'est pas quelque chose de facile à nier. Bon, il y a le dernier point qu'on va quand même débattre ce soir. Et je ne parle pas danger des OGM. Je parle ce que c'est qu'un OGM et pourquoi on fait les OGM. Mais à la fin, on va parler quand même des dangers futurs, c'est-à-dire des dangers futurs
eh bien, nous, on va disparaître, nous sommes âgés quand même, hein, 67 ans, bon, comment on va vivre? Mais quand même, il faut laisser les informations, il faut laisser les idées aux jeunes, et il faut que les jeunes continuent, parce que la vie va continuer, hein. Elle ne va pas s'arrêter parce que nous serons décédés. Le monde ne va pas s'arrêter. Alors, il faut qu'on laisse quelque chose, aux jeunes chercheurs, et il faut que les jeunes chercheurs pensent, et d'ailleurs, pensent à ces choses. Donc, le dernier point qu'on va débattre, c'est que ces OGM, enfin, le monde végétal. Bon, le monde végétal, il y a des gens qui vont vous dire, bah, tout est mauvais, tout est pollué, tout est modifié génétiquement, qu'est-ce qu'on va manger? Attention, hein. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont négatifs. On peut encore vivre. Croyez-moi, on peut encore vivre. Parce que déjà dans les supermarchés, donc aux États-Unis, hein, bon, où l'OGM triomphe, on trouve encore le bio, et on trouve encore l'autochtone, et on trouve l'organique, et on trouve tout ce qu'on veut. Ah, ça coûte cher. Ben oui, bon, ça coûte cher, bien sûr, parce que la production ne donne pas un bon rendement. Ne donne pas un bon rendement. Donc le bio ne donne pas un bon rendement. Il est cher. Ce n'est pas il est cher parce qu'il est bio, non, mais parce qu'à cause du rendement, ça ne donne pas grand-chose. Vous voyez. Et puis, ces gens qui sont négatifs, qui vont dire, bah, la pomme de terre est modifiée, la fraise est modifiée, non, mais faites ce que vous pouvez. Mais si vous continuez à dire, pas tout est modifié, bah, je mange tout, attention, hein, vous allez vous suicider. Cherchez les choses qui ne sont pas encore modifiées, les choses locales. Bon, vous pouvez quand même vous priver d'un fruit, même si vous l'aimez, si vous savez que c'est modifié génétiquement. Il y a des gens qui aiment beaucoup la fraise, surtout en Europe. Les Européens aiment beaucoup la fraise. Et la fraise a été tellement modifiée qu'un enfant actuellement en Europe ne sait pas dessiner une fraise. Un enfant ne sait plus dessiner une fraise. Ça a été tellement modifié, la forme, la couleur, la grande, disons, les dimensions, tout ça a été changé. Bon. Et ne dites pas ça, ne dites pas que tout a été modifié, donc, bon, qu'est-ce qu'on va manger? Non, on peut encore vivre, il y a encore des choses qui ne sont pas modifiées, tout au moins dans nos pays. Et même en Europe, attention, en Europe, la réglementation est sévère. Bon, en France, la réglementation est sévère, hein, pour les OGM. Pesticides, bon, ils utilisent quand même les pesticides. Et puis, il y a quand même, dans ce point, il y a encore des camps, des vrais camps qui continuent à dire que la terre n'est pas suffisante donc, pour la population. Et l'OGM, bon, c'est la solution. Je dis bien que là c'est des camps. Pourquoi? Parce que ils veulent quand même convaincre les gens et faire peur aux gens. Ils veulent terroriser les gens par la faim et par la mort. Et ils ne trouvent pas quoi manger et pour qu'ils acceptent les OGM. Bon, ou l'OGM ou on meurt de faim. Ça a été dit dans, disons, la conférence de Rome. Ça a été dit clairement, hein, ou l'OGM ou rien. Ça a été dit par les grands producteurs. Là. Non, on va continuer à lutter, on va respecter quand même la nature et on va faire ce qu'on peut. Vous voyez, on va faire ce qu'on peut et nous sommes contre la modification génétique de tous les individus. C'est contre notre religion parce que l'islam refuse qu'on touche au génome. Je précise bien à nos amis musulmans dans tout le monde, si jamais ils discutent avec vous, ils vous disent attention, l'islam refuse catégoriquement tahrir al-khalq, qu'on touche au génome. Tahrir al-khalq, c'est-à-dire la modification génétique, c'est qu'on modifie quand même la création. Et on ne peut pas quand même, notre Dieu ne peut pas accepter d'ailleurs qu'on modifie sa création. Et il y a des gens qui disent que l'amélioration génétique, là c'est les grands camps, hein. L'amélioration génétique, ça veut dire tout simplement pour nous en tant que musulmans, ça veut dire qu'ils ont amélioré une création qui n'était pas bonne. Hein. La création de notre Dieu n'était pas bonne. Et voilà, on est en train de la corriger, de l'améliorer. Et on parle d'amélioration génétique. Attention, moi je n'ai jamais dit ce mot, amélioration génétique. Je dis modification génétique ou destruction génétique. C'est le vrai, donc disons, c'est la vraie terminologie qu'il faut appliquer. Là, il dit que l'amélioration, il y a des jeunes chercheurs dans les labos actuellement qui parlent d'amélioration génétique. Mais quand je leur demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez amélioré? Ah, monsieur, voilà, quand j'injecte le gène de la production d'enzymes, de la lipase dans Bacillus ou dans Pseudomonas, je trouve une production de la lipase. Oui, bon de Dieu, mais vous n'avez pas amélioré. La production de lipase, il se fait naturellement dans la nature. Et sans tout ce tralala, sans dépenser donc tout cet argent. Hein, pour insérer ce gène qui n'appartient pas à Pseudomonas, hein, qui appartient à autre chose. Mais Pseudomonas, il produit déjà la lipase.
Hein, les moisissures et les levures, ils produisent des lipases, ils produisent des protéases. Ils sont protéolytiques, ils sont lipolytiques. Naturellement, ils ont le gène de la protéase. Bon, il faut faire une bonne culture et sélectionner naturellement une bonne variété, une bonne souche qui vous produit, disons, qui produit une grande concentration, une grande quantité de lipase. C'est ce que moi personnellement j'avais fait. Parce que j'ai travaillé sur les protéases, j'ai travaillé sur les lipases, j'ai travaillé aussi sur la fructoféranosidase, j'ai travaillé sur la phytase, les phytases. Et la phytase, on a sélectionné, ils ont des champignons, des bactéries lactiques même qui produisent la phytase. Et puis, sélection naturelle. D'ailleurs, nos ancêtres avaient sélectionné naturellement les choses. Mais il y a des gens qui vont dire les OGM ont toujours existé avec l'homme. Non, ça n'a jamais existé, monsieur. Parce que vous ne connaissez pas la définition des OGM. Et là, vous êtes en train de vous insinuer que vous connaissez tout, vous ne connaissez rien, vous êtes un grand ignorant. Dire que les OGM ont toujours existé, donc c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Déjà, la définition des OGM, c'est les phénomènes qui ne peuvent pas se passer dans la nature. Sinon, ça ne s'appelle pas OGM. Voilà. La définition OGM s'applique aux choses qui ne se passent pas naturellement. Et il y a des gens qui disent, oui, avant, ce n'était pas la modification génétique, mais c'était la sélection naturelle. Les agriculteurs, ils sélectionnaient bien leurs choses naturellement, oui. Et quand on plante la menthe polio à côté de la menthe, on aura l'odeur de la menthe polio dans la menthe. Ça, c'est connu. Bon. Et puis, le greffage des arbres, on a toujours greffé des arbres, mais ce n'est pas la modification génétique parce que c'est la même espèce. Parce que c'est la même espèce. Quand vous greffez un arbre, vous greffez avec la même espèce. Donc, et puis là, c'est parce qu'il y a beaucoup de débats, il y a des gens qui font tromper par leur discours, disons, venimeux, quand même, un discours venimeux, très venimeux. Mais ne croyez pas ces gens-là, c'est que la terre est suffisante pour la population. Pourquoi? Parce que c'est une raison qu'ils veulent utiliser pour ne faire accepter les OGM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'autosuffisance. Et puis le deuxième point, c'est la même chose. Ils vont vous dire que c'est la même chose. Mais vous allez lire ce que j'appelle grosses bêtises, c'est les grosses bêtises de la science. Ce n'est pas parce que ce sont des laboratoires sophistiqués qu'ils ne font pas de bêtises, ils font des bêtises. C'est qu'on va vous dire que, attention, actuellement il y a des vaccins qui vont être incorporés dans la banane. Et les enfants, au lieu de piquer l'enfant, on lui donne une banane et voilà, il est vacciné. Les gens, ils vont applaudir, chouette. Ah oui, un vaccin dans la banane, moi, je veux bien. Oui, mais allez donner cette banane-là à l'enfant et vous allez voir. Est-ce qu'il va lutter contre la coqueluche et la rougeole? Est-ce qu'il va vous sortir, il va être autiste ou il va sortir une autre maladie 500 000 fois plus grave que la rougeole et la coqueluche? Allez-y, donnez cette banane à l'enfant et vous allez voir. Moi, j'aimerais bien regarder ça de mes propositions parce que je sais ce qui va arriver. Parce que ce gène qu'on introduit dans la banane, il n'appartient pas à la banane. Vous injectez donc un gène viral dans le bananier, mais il n'accepte pas, la banane n'accepte pas. Tout au moins, les virus pathogènes pour les végétaux, les virus phytopathogènes, ça existe. Mais apporter un gène et l'insérer dans la banane, et puis donner à la banane à l'enfant, et voilà, il est vacciné, mais quand même, c'est des blagues. Ça, c'est des blagues. On est en train de détruire la nature. On est en train de détruire la nature. C'est une vraie destruction. Et il faut faire attention. Si on ne dit rien, si on ne réagit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura fait d'ici 10, 15 ans, 20 ans. Et nous avons le droit de lutter quand même. Nous avons le droit de lutter contre ça. Et nous, dans la Fédération des droits des consommateurs, là, on a toujours refusé et on a toujours... Donc, c'est indiscutable. Pourquoi? Parce que déjà, notre religion, elle est contre les OGM. Et on ne peut pas être contre notre religion. Ça, on ne peut rien. Ça ne se discute pas dans l'islam. Ça ne se discute pas. Et même pas les débats.